Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog lecture. De base je voulais faire un vlog lecture spécial sur les livres que vous m'aviez choisis dans le book haul check-in de janvier à avril, donc un petit peu sur le top 3 que vous m'aviez choisi. Sauf qu'en fait il y a des nouveautés que j'ai envie d'intercaler un petit peu avec les livres que vous m'avez choisis dans ce top 3. Donc voilà, ça va être un petit mélange. Je sais pas si je vais déjà lire les 3 livres que vous m'avez choisis, mais en tout cas j'en ai déjà lu un. J'ai lu celui qui est arrivé en tête de tous vos top 3 parce qu'il a été nommé un nombre incalculable de fois. Donc on va commencer avec le titre que j'ai terminé et après je vous parlerai de 2-3 petites choses parce que j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. J'ai donc terminé 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim qui est publié chez Rajo, qui est le premier tome d'une duologie. J'avais très envie de le lire parce que je l'avais vu passer en VO, ça m'avait vraiment attiré au niveau du pitch, au niveau de la couverture forcément, voilà, j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les couleurs, etc. Forcément on part un petit peu dans la fantaisie asiatique et j'ai envie d'en découvrir pas mal en ce moment, du coup je me suis jetée dessus aussi. Vraiment contente qu'il soit arrivé en tête un petit peu de vos votes parce que vraiment mais j'ai adoré ma lecture. J'ai passé un super bon moment de lecture. Ça a été vraiment une surprise parce que je m'attendais pas à autant apprécier le roman, à autant aimer l'univers, les persos et tout. Donc je suis vraiment très contente. Alors dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Shiori. Elle est la seule fille de l'empereur, donc elle vit avec ses 6 grands frères, son père qui est l'empereur et sa belle-mère. Sa mère est décédée déjà il y a pas mal de temps, je crois que Shiori avait 2 ou 3 ans quand elle est morte. Là elle doit avoir 16-17 ans. C'est pas forcément facile pour elle non plus de vivre avec toute cette fratrie, même si elle a un lien vraiment très proche avec ses frères. Mais au fur et à mesure, ses frères commencent à avoir des responsabilités puisque forcément ils sont les enfants de l'empereur. Ils ont quand même pas mal d'obligations qui commencent à arriver, donc Shiori est un peu mise de côté. Et on va lui apprendre qu'elle va être obligée de se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, qui est donc le fils d'une personne assez importante qui vit plus dans le nord. Elle n'est pas vraiment d'accord avec ce mariage, elle n'a pas non plus envie de partir habiter là-bas parce que forcément elle va s'éloigner de toute sa famille, de tous ses frères. Forcément ça lui plaît pas beaucoup. Donc au début du roman elle doit assister à une sorte de cérémonie de fiançailles, sauf qu'en fait elle ne veut pas y aller et malheureusement elle va finir par tomber dans une sorte de lac. Elle va manquer de se noyer dans ce lac et finalement elle va être sauvée par quelqu'un qui n'est autre qu'un dragon. On est dans un univers un peu asiatique, là c'est pas des dragons qui ont des ailes, c'est vraiment des dragons en mode grand serpent. Il est un petit peu dans l'eau, donc là il va donner un petit peu une partie de lui à Shiori pour lui permettre de ne pas mourir dans ce lac et elle va être sauvée grâce à ça. Suite à cet événement, elle va entretenir un petit peu un lien avec ce dragon et celui-là va lui apprendre que Shiori n'est pas la seule à être capable de faire de la magie. Parce que depuis un moment, elle s'aperçoit qu'elle est capable de faire des choses, notamment elle est capable de donner la vie à certains objets inanimés. Par exemple, elle a donné la vie à un petit origami qui est en forme d'oiseau et c'est un petit peu devenu son amie en fait au fur et à mesure. Mais forcément elle essaye de cacher un petit peu ce qu'elle fait parce que dans le pays où elle est, la magie n'est pas du tout autorisée. Donc le dragon, quand il lui dit qu'elle n'est pas la seule à faire de la magie là où elle habite, elle commence à se poser des questions et il va lui dire que sa belle-maman est également capable de faire de la magie. Elle va commencer à enquêter un petit peu sur elle pour savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que le dragon essaye de lui mettre à l'envers un petit peu parce qu'elle sait pas si elle peut vraiment lui faire confiance. Alors que sa belle-mère, ça fait quand même plusieurs années qu'elle vit avec elle, elle a jamais rien suspecté de bizarre. La belle-mère est un personnage assez particulier vu qu'elle vient d'un pays vraiment extérieur au pays où habite Shiori. Elle a un petit peu un coin à elle, une sorte de jardin où elle a beaucoup de serpents. Mais apparemment le serpent c'est un petit peu l'animal totem de son pays natal, du coup l'empereur lui autorise de garder pas mal de serpents. Donc c'est un petit peu bizarre quand même et personne n'est autorisé en fait d'aller dans son petit jardin où il y a les serpents. Shiori va commencer à fouiner un petit peu et elle va finir par se rendre compte qu'effectivement sa belle-mère est capable de magie. Mais lorsque sa belle-mère va s'en rendre compte, elle va pourchasser Shiori et malheureusement elle va jeter une malédiction sur elle et sur ses frères parce que Shiori a eu le temps de prévenir ses frères que sa belle-mère était capable de faire de la magie et donc Shiori va se retrouver atteinte d'une malédiction. Elle va avoir une sorte
de bol sur la tête qui va lui couvrir la moitié du visage, donc impossible vraiment à reconnaître qui elle est. Et malheureusement, elle ne va plus pouvoir prononcer de mots puisque sa belle-maman a transformé ses 6 frères en grues et si jamais elle prononce un mot, l'un de ses frères va mourir. Donc ça entraîne pas mal de complications pour essayer d'expliquer qui est sa belle-mère à son père, aux personnes qu'elle connaît. Malheureusement, elle va finir par être exilée, donc elle va se retrouver à un endroit qu'elle ne connaît pas, étant coiffée d'un bol, donc impossible de reconnaître le visage de la princesse et en ne pouvant pas parler. Donc impossible également de dire vraiment qui elle est. Sachant que si elle essaye d'écrire son nom, si elle essaye de faire connaître son identité, elle risque également de nuire à ses frères. Donc elle se retrouve toute seule à l'écart de ses frères en plus. Voilà, on va suivre un petit peu son existence et ses péripéties qui vont commencer à partir de ce moment-là. Et je pense que je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que une fois qu'elle a eu la malédiction et qu'on est sorti un petit peu de son train-train habituel, il va y avoir pas mal de choses qui vont se mettre en place et elle va finir par découvrir pas mal de choses, que ce soit sur elle-même, sur les contrées un petit peu qui entourent là où elle a toujours habité, parce qu'elle a connu quasiment que le palais en soi, que là où habitent son père et ses frères. Forcément, elle va découvrir du paysage, elle va découvrir à quel point la vie peut être dure et à quel point les gens sont méchants envers des personnes qu'ils considèrent comme des rebuts de la société, on va dire, pour pas dire de mots vraiment violents. Voilà, je vais m'arrêter là. Du coup, au niveau du résumé, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé qu'on rentre très facilement dans l'histoire, on s'attache énormément à Shuri et au lien un petit peu fraternel qu'elle a avec ses 6 frères. Alors ça fait beaucoup 6 frères, j'ai quand même eu du mal à les différencier, je trouve que ils sont présents sans forcément être trop présents non plus à certains moments. Donc franchement, à la fin, j'arrivais à distinguer peut-être 2 ou 3 frères, mais pas forcément les 6. Parce que ça faisait quand même pas mal de personnages d'un coup, surtout qu'on nous les présente assez rapidement. J'ai aussi adoré les péripéties de Shuri, j'ai adoré la suivre dans plein d'endroits différents, la petite relation qu'elle a avec le dragon aussi. Elle va retrouver plus ou moins la personne qu'elle était censée épouser et ça va avoir une importance dans le roman aussi et dans son histoire. Donc vraiment, j'étais happée. J'ai vraiment adoré l'univers qu'a créé l'autrice. J'espère qu'on aura encore plus de détails parce que là, au vu de la fin du premier tome, dans le tome 2, on va découvrir un autre endroit et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Je trouve qu'on s'étend déjà un petit peu là dans ce premier tome. Après, ça reste quand même du young adulte, c'est pas un univers qui est hyper étendu. Mais c'est un univers quand même qui est bien construit et qui est quand même assez fouillé par rapport aux endroits qu'on découvre dans le premier tome. J'ai vraiment adoré le système de magie qu'elle a mis en place aussi, que ce soit par rapport à Shuri, par rapport à sa belle-mère et à d'autres personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'à certains moments, il y a vraiment des passages qui faisaient un petit peu peur. Surtout, il y a une scène au début, je m'attendais pas à ce que ça parte directement dans une scène un petit peu creepy comme ça. Donc, je sais pas, mais au vu du roman et au vu de la couverture comme ça, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des scènes un petit peu creepy. Donc, j'ai été assez étonnée. Mais en bien, parce que vraiment c'est... Alors ça dure pas non plus longtemps, c'est pas un roman qui va vous faire peur, mais il y a vraiment des scènes qui m'ont mis un petit peu mal à l'aise, en mode bon je m'attendais pas à ce genre de scène dans ce roman. Donc vraiment très bonne surprise. Franchement ça se lit tout seul, ça se dévore, il y a une petite romance, voilà. C'était vraiment trop bien, j'ai adoré ma lecture, j'ai trop hâte de lire le tome 2. C'est clairement un roman, je trouve, alors il y a peut-être un peu de longueur au niveau du milieu et encore, vraiment c'est... Il n'y a pas vraiment beaucoup de longueur, je trouve. Je trouve vraiment que c'est un roman qu'on dévore parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer au niveau de Shuri, au niveau de ses frères. Et je trouve qu'à la fin, il y a vraiment une tension qui est là au niveau des dernières péripéties en fait de notre héroïne. Donc je vous conseille énormément parce que c'était vraiment trop cool. Si vous aimez la fantasy asiatique young adulte avec ce genre de thématique, n'hésitez pas parce que j'ai vraiment adoré. J'ai passé un super bon moment. Je suis contente parce que dans le dernier update lecture, je vous ai présenté des romans que j'ai bien aimés, mais il y avait toujours un petit truc à redire, donc c'était des lectures vraiment sympas, mais pas non plus des excellentes lectures, pas non plus des coups de cœur. Et là, je suis très contente d'avoir lu ce livre-là juste après parce que vraiment, ça a été une très chouette découverte. J'espère qu'on aura le tome 2 cette année. Je n'ai pas vu d'annonce de Rajo, mais je croise les doigts, je me dis, il y a encore moyen, il y a encore... on n'est même pas encore à la moitié de l'année là, donc j'espère vraiment qu'on l'aura cette année pour conclure cette duologie. Parce que j'ai hâte de découvrir un autre endroit dans le tome 2 et j'ai hâte de poursuivre un petit peu les péripéties de Shuri. Vraiment, je croise les doigts pour que ça arrive cette année. Si jamais vous avez vu une annonce de Rajo quelque part, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que
J'ai trop envie que ça sorte cette année. Donc déjà, première lecture qui était vraiment très très chouette avec votre top 3 pour le book haul check-in les 4 premiers mois de l'année. Donc vraiment très très bonne découverte. Franchement foncez si jamais vous hésitiez à découvrir ce roman parce qu'il est vraiment trop trop cool. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu de la part de Sabran Édition, je vous parlais la dernière fois de Corps de sorcière dans l'update lecture. J'ai reçu des petits goodies de leur part, je pense que vous les avez vus passer. En fait, c'est des goodies qui étaient à avoir avec la campagne de précommande et ils me les ont gentiment envoyés. Donc ça, c'est un bracelet avec une tête de loup, donc ça a une certaine importance dans le roman. Et un petit marque-page avec une tête de serpent. Donc pareil, ça a une importance dans le roman. Donc voilà, deux petits goodies que j'ai reçus de leur part pour la campagne de précommande de Cœur de sorcière. Et ensuite, je voulais vous parler, avant de vous montrer ma nouvelle lecture en cours, je voulais vous parler un petit peu de ma boutique Etsy parce que ça fait un moment que je vous ai pas montré les nouveautés. Alors, je vais vous passer rapidement sur les trucs qui sont sur la boutique depuis un moment parce que ça je vous les ai déjà montrés. Alors il y a des marque-pages et maintenant il y a des stickers également. Il y a également un bloc-notes mais j'ai oublié de le prendre pour vous le montrer bien sûr. Alors il y a du coup les 3 marque-pages avec l'univers de Slime Rancher. Donc il y en a un petit bleu, un violet et un vert. Ça je pense que je vous avais déjà montré ça. Ensuite au niveau des univers un petit peu de manga, il y a le marque-page sur l'univers de Spy X Family avec Anya. Voilà, donc ils sont tous recto verso à chaque fois mes marque-pages. Vous avez 2 marque-pages qui sont sur l'univers de Demon Slayer et si jamais vous achetez les 2, vous avez un 3e marque-page avec Nezuko qui est offert. Donc voilà, avec les 2 petits marque-pages, toujours recto verso. Ensuite, il y avait un marque-page sur l'univers de 10 Savage Song de Victoria Schwab, donc c'est avec un petit violon comme ça. Donc celui-là, il est différent au niveau du devant et de l'arrière, puisque l'arrière, on retrouve la griffe qui était sur le livre de la version française. Ensuite, au niveau des jeux vidéo, j'ai fait 2 marque-pages sur l'univers de Hollow Knight, donc avec le Hollow Knight et Hornet parce que c'est un univers que j'adore ce jeu donc voilà. Et le dernier qui est par rapport aux jeux vidéo c'est par rapport à l'univers de Mario Galaxy, donc pareil avec recto verso. Ensuite pour terminer il y a 3 marque-pages au niveau de l'univers de la K-pop, donc il y a pour le groupe Stray Kids, donc c'est les animaux un petit peu totems de ce groupe là. Vous avez pour le groupe New Jeans, donc avec leur petit animal phare également, voilà. Et pour le groupe TXT, donc là il se met plus comme ça, voilà. Donc voilà pour les petits marque-pages qui sont dispo sur ma boutique, donc n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup je vais vous montrer un petit peu les petits stickers que j'ai fait du coup qui sont dispo également sur ma boutique. Alors pour rester dans l'univers de K-pop, il y a le petit lightstick de Stray Kids qui est en vente, donc le contour est pailleté. Je sais pas si vous allez bien voir au niveau de la caméra ici, donc n'hésitez pas, il y a l'Instagram de ma boutique où il y a le lien directement vers ma boutique Etsy pour avoir des photos de meilleure qualité. Et ensuite il y a un lot avec les petits animaux totems justement, et en fait c'est un sticker qui est craquelé holographique. Donc voilà, c'est un lot avec Félix et Bang-chan qui se vendent comme ça. Alors il y aura possiblement les autres qui vont arriver, mais pour l'instant pas encore. Tout à l'heure je vous ai présenté le marque-page avec l'univers de Spy X Family et il y a également un stickers de Anya comme ça. Pareil, le contour en fait est pailleté, donc voilà, j'espère qu'on voit un minimum bien au niveau de la caméra. Ensuite il y a 3 derniers stickers sur les univers de livres. Donc il y a un sticker sur l'univers de Nevernight, donc le contour est pailleté blanc, donc là je pense pas qu'on va voir au niveau de la caméra. Ça reprend un petit peu la couverture du tome 3. Donc voilà. Ensuite il y a un petit stickers avec l'univers de Dakota avec Velaris. Donc pareil, le contour est pailleté blanc avec les étoiles aussi, mais on va pas vraiment le voir à la caméra. Et le dernier qui est arrivé sur la boutique récemment, c'est A Broken Heart. Donc c'est un sticker à effet mat et en fait au niveau des dessins et de l'écriture c'est métallisé. Et c'est par rapport au livre de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Donc voilà, le petit stickers comme ça. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés qui sont arrivées sur la boutique. Ensuite du coup je voulais vous parler de ma lecture en cours. Donc c'est pour cette nouveauté que j'ai craqué. Je l'ai commencé hier parce que vraiment ça me tentait énormément. Je l'ai reçu de la part de chez De Saxus la semaine dernière. Et là du coup j'avais très envie de commencer cette lecture. Belladonna de Adaline Grace, qui est le premier tome d'une nouvelle série. Je crois qu'il doit y avoir 3 tomes. En tout cas sur Goodreads il y a le tome 3 qui est affiché, je sais pas s'il y en aura plus mais pour l'instant c'est 3 tomes. Et en fait j'avais trop envie de me lancer là-dedans parce qu'on part dans un titre un petit peu fantastique où on va suivre une jeune femme qui arrive à voir les esprits
et qui depuis son enfance a un lien assez particulier avec l'ange de la mort, puisque lorsqu'elle était vraiment toute bébé, sa mère avait organisé une fête pour célébrer son arrivée dans le monde. Et malheureusement, toutes les personnes qui étaient à cette fête, y compris sa mère, sont décédées et l'ange de la mort a pris toutes leurs âmes, et sauf le bébé. Le bébé est resté tel quel. Donc elle maintenant c'est Signa, donc c'est notre personnage principal qui a 19 ans et qui vit depuis toujours avec l'ange de la mort qu'elle voit assez régulièrement parce qu'elle ne peut pas vraiment mourir. Elle a essayé déjà des façons de mourir, sauf qu'elle guérit à chaque fois. Et par exemple au tout début du roman, elle essaye de prendre des baies de belladone pour mourir, sauf que son corps élimine le poison extrêmement rapidement. Et lorsqu'elle est vraiment aux portes de la mort, l'ange de la mort arrive et elle peut le voir. Donc elle va entretenir une sorte de relation un petit peu bizarre avec lui. Voilà, c'est pas vraiment un résumé complet pour l'instant, je vous en dirai plus quand je l'aurai avancé, je vous referai un résumé bien comme il faut. Là j'en suis page 99, j'ai lu d'une traite hier soir, je trouve que c'est hyper prenant, j'aime bien le style d'écriture, on rentre vraiment direct dans l'histoire. Il y a un petit côté un peu creepy je trouve au niveau de l'ambiance, forcément vu qu'on va parler un petit peu d'esprit, donc... Voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard. En tout cas, c'est un titre vraiment qui me tentait énormément et de base, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu un petit peu le résumé, forcément, ça m'a fait un petit peu penser à La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. Parce que on a un petit côté un peu bizarre avec... l'autre, c'est plus avec le diable directement, mais là, c'est avec l'ange de la mort. Enfin, il y a un petit truc qui m'a fait penser à La vie invisible d'Adi Larue. Alors que l'histoire n'a rien à voir, l'ambiance n'a rien à voir, hein, mais... Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Peut-être parce que d'un côté j'aimerais bien avoir une autre histoire qui soit un petit peu dans les mêmes vibes que La vie invisible d'Adi Larue, parce que j'ai tellement aimé ce roman que... Voilà, je vous en reparlerai très vite parce qu'il fait 430 pages, donc je viendrai vous voir dès que je l'aurai terminé. Alors je vous retrouve pour vous donner mon avis final sur Belladonna de Adalyn Grace que j'ai terminé hier, et franchement... j'ai vraiment passé un chouette moment, c'était vraiment cool, j'ai bien aimé l'ambiance. Pour ce qui est du résumé, je vous disais la dernière fois qu'on allait suivre Signa qui est une jeune fille de 19 ans. On est dans un univers un peu fantastique, pas vraiment fantasy, et on est au 19e siècle. Suivre Signa qui est une orpheline et qui va vivre dans plusieurs foyers différents depuis son enfance. Comme je vous l'avais dit, on a une scène d'intro où en fait on va suivre sa mère qui organise une sorte de réception pour la venue au monde de Signa. Et malheureusement, lors de cette réception, quasiment tout le monde va mourir, sauf Signa, puisque l'ange de la mort, lorsqu'il va venir faucher les âmes, ne va pas réussir à prendre l'âme de Signa. Et depuis ce temps-là, Signa a un rapport assez particulier avec l'ange de la mort, puisqu'elle peut le voir lorsqu'elle est un petit peu entre le monde de la vie et le monde de la mort. Elle arrive à le voir et elle va réussir à lui parler et elle va essayer de comprendre un petit peu qui elle est, puisqu'elle a certaines capacités, elle peut voir les esprits et elle peut également survivre un petit peu à certains moments où elle devrait mourir. Par exemple, au début du roman, elle prend des baies de belladone qui aurait dû la tuer, et en fait son corps, dès qu'elle va ingérer des baies de belladone, va commencer à éliminer le poison tout seul. Et en fait ça fait plusieurs fois depuis son enfance qu'elle manque de mourir et elle ne meurt pas. Donc on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi elle est comme ça et quel est ce lien assez particulier qu'elle entretient avec l'ange de la mort. On va suivre alors qu'elle va encore de nouveau déménager chez quelqu'un de sa famille. Elle va arriver dans un manoir où il n'y a plus que son oncle, son cousin et sa cousine. Et en fait elle a appris que sa tante en fait était décédée il y a quasiment un an de ça. Et que depuis, sa fille, donc sa cousine, est malade également de la même chose qu'a souffert sa mère, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et au fur et à mesure du temps qu'elle va passer dans ce manoir, elle va s'apercevoir que c'est pas forcément une mort naturelle, et elle va commencer à fouiner un petit peu pour découvrir ce qui s'est réellement passé au niveau de sa tante et également ce qui se passe au niveau de sa cousine pour potentiellement la sauver. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. On est sur un titre où il y a vraiment une très très chouette ambiance. C'est pas vraiment une ambiance qui va faire peur, mais c'est une ambiance un petit peu macabre, avec ce côté un petit peu 19e, moi personnellement j'adore. Signa est une jeune fille de 19 ans, elle veut faire son entrée dans le monde, on va parler de bal, etc. Si jamais vous aimez ce genre d'ambiance, on retrouve ça là-dedans. Après j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé que, et surtout deux personnages principaux, forcément on a d'autres personnages secondaires qui vont graviter, des personnages qu'elle va découvrir dans le manoir. Vraiment que le personnage de Signa et celui de l'ange de la mort sont assez bien développés. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages déjà dans ce premier tome.
J'ai hâte de voir un petit peu encore l'évolution de Signa parce qu'on a vraiment une fin. Alors une fin qui m'a pas forcément totalement surprise. À certains moments le livre est assez facile, il y a des choses qu'on arrive à comprendre assez facilement, mais il y a quand même une partie de la fin que personnellement j'avais pas vu venir et je suis très curieuse du coup de savoir un petit peu ce qui va se passer avec notre héroïne dans le tome 2 et j'ai surtout très hâte de retrouver un petit peu cette atmosphère un peu macabre qu'on a autour de cette histoire. J'ai passé un bon moment. Au niveau de l'ambiance, au niveau de la résolution un petit peu de l'enquête qui va se mettre en place, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai adoré la petite romance qui est en train de se mettre en place. Franchement moi j'ai passé un super bon moment avec ce roman. Du résumé, je m'attendais à être transportée au niveau de l'ambiance et à avoir vraiment un petit côté fantastique qui me plaît et c'est clairement ce que j'ai retrouvé en fait à ce niveau là parce que on parle d'esprit, on a une ambiance assez particulière dans ce manoir, on a les pouvoirs également de Signa qui commencent à se développer. On comprend qu'elle est liée à l'ange de la mort et on a envie de savoir un petit peu pourquoi. Donc il y a tout ce mystère également sur pourquoi elle a survécu quand elle était bébé, pendant la cérémonie que donnait sa mère. Donc vraiment j'ai passé un bon moment. Je suis très très contente de l'avoir lu parce que il me tentait à sa réception, je me suis dit il faut que je lise maintenant parce que c'est maintenant que j'ai envie de découvrir cette histoire, donc je suis très contente. Alors j'étais un petit peu perplexe que De Sexus sort ce titre-là maintenant, parce que je l'aurais bien vu en fait pour des lectures d'automne, et en fait en farfouillant un petit peu, j'ai vu que le tome 2 était déjà prévu pour la rentrée littéraire. Donc c'est parfait, parce qu'il y aura quand même un titre avec cette ambiance-là pour les périodes d'automne. Très contente que le tome 2 arrive très très bientôt. Après je crois que le tome 3 n'est pas encore sorti en VO, donc il faudra qu'on attende un petit peu. Mais en soi ça va être, je pense qu'on aura d'autres histoires, d'autres péripéties avec notre héroïne et qu'on aura juste le fil conducteur avec ses capacités et sa relation avec l'ange de la mort, donc j'ai plutôt hâte de voir ça. Du coup après ma lecture de Belladonna, j'ai décidé de lire le deuxième titre que vous m'avez choisi dans le top 3 pour mon book haul check-in du début d'année et vous avez choisi Terre brisée de Victoria Aveyard qui est le premier tome d'une trilogie. J'ai un petit peu peur de ma lecture de ce titre là parce que j'ai pas forcément vu de très bons avis mais il me tente beaucoup. Donc je me suis plongée dedans, j'essaye de ne plus penser aux avis que j'ai pu voir et essayer d'apprécier ma lecture et on verra bien ce que ça donne avec moi. On part dans un univers de fantasy assez développé déjà au vu de la carte parce que je l'ai commencé hier, j'en ai lu 55 pages. Autant vous dire que j'ai déjà passé beaucoup de temps à lire le prologue parce qu'on part sur un prologue avec beaucoup de personnages, avec une entrée dans l'histoire assez rapide et avec un conflit déjà qui arrive. Pas forcément facile je trouve à rentrer dans l'histoire directement parce qu'on sait pas dans quoi on met les pieds. On arrive, il y a directement un conflit, il y a directement une bataille, on a plein de personnages, des chevaliers, on nous parle de plein de choses, on nous parle d'immortels, etc. C'était un prologue assez ardu je trouve au niveau de l'entrée en matière, au niveau de l'histoire. Et au vu de les cartes, qui est extrêmement détaillé. Je pense qu'on va voyager. je sais pas, mais il y a beaucoup de lieux. J'ai vu du coup qu'on allait suivre pas mal de personnages. Alors, j'avais un peu peur qu'on parte directement comme pour Atlas Six, où on a un chapitre sur chaque personnage dès le départ. Là ça va parce qu'en fait on a eu le prologue, on suit Hendry qui est un écuyer. Premier chapitre on va suivre le point de vue d'une jeune fille qui s'appelle Coren et je sais pas encore vraiment qui elle est mais elle part sur un bateau etc. Le nom du chapitre c'est la fille de la contrebandière donc voilà on voit un petit peu dans quoi on met les pieds. Et là du coup le prochain chapitre on repart avec Hendry. Donc on repart avec le personnage du prologue donc ça me rassure un petit peu de pas enchaîner les points de vue différents parce que j'aimerais bien déjà me poser avec 2-3 personnages et découvrir les autres au fur et à mesure et peut-être on n'aura même pas les points de vue des autres personnages, je ne sais pas. J'essaie de regarder un petit peu mais si j'ai l'impression qu'on a d'autres personnages quand même en point de vue. Donc j'espère que ce sera amené au fur et à mesure en fait du roman et qu'on va pas être submergé de personnages d'un coup. On verra bien. Pour l'instant, je peux pas vraiment vous dire de choses parce qu'au niveau du prologue, je sais pas si c'est un truc qui est arrivé il y a des années, si c'est en train d'arriver à ce moment-là, est-ce que c'est un truc qui va arriver aussi parce que des fois on a des prologues avec des scènes qui arrivent dans le futur et du coup on repart en arrière pour voir un petit peu nos personnages où est-ce qu'ils sont avant leur arrivée là. Donc je sais pas trop. Je pense que je vous en reparlerai mieux quand je l'aurai bien débuté parce que là du coup j'ai lu le prologue et le premier chapitre et j'ai eu 55 pages donc on verra. Je vais pas vous faire de résumé bancal pour l'instant parce que j'ai pas assez lu de l'histoire mais en gros on va suivre une troupe en fait de personnages. On va suivre un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire et une chasseuse de primes et ils vont devoir affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire ensemble tous les royaumes. Voilà donc ça va être une épopée avec pas mal de personnages.
Je vous en reparlerai du coup dans un prochain vlog ou dans un prochain update lecture, parce que là je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Parce que si je voulais vous mettre la vidéo mardi, il faut que je fasse le montage à tout prix aujourd'hui. Donc je vais clôturer la vidéo ici. Je sais que c'est assez rare que je vous présente que 2 romans dans un vlog. Je me suis dit que ça pouvait faire du bien également de faire une petite vidéo comme ça. Et c'est quand même 2 très chouettes lectures. Je suis quand même très contente de vous les avoir présentées dans le vlog. Parce que 6 couronnes écarlates et Belladonna, franchement j'ai passé un très bon moment. Alors avec une préférence pour 6 couronnes écarlates parce que vraiment j'ai adoré l'univers. Mais j'ai passé un très bon moment également avec Belladonna. Donc je suis très contente de mes 2 dernières lectures. Je croise vraiment les doigts pour apprécier autant cette lecture. Mais j'ai déjà mis pas mal de post-it. Hein. J'ai lu 55 pages, j'ai déjà mis tout ça en post-it. C'est vrai qu'en parlant de post-it, il y a une personne qui m'a demandé un petit peu comment j'annotais mes livres. Je pense que je peux vous en parler maintenant parce que ça va être très rapide. Je trouve que faire une vidéo spéciale sur mes annotations, ça va pas forcément être utile parce que je n'ai pas forcément un système d'annotation extrêmement pointu. Des fois quand j'annote, alors j'ai annoté mes livres pendant un moment, après j'ai arrêté parce que des fois j'ai la flemme en fait de couper ma lecture et de mettre des post-it. Voilà, j'ai eu la flemme pendant un moment et je regrette d'avoir arrêté parce que je me rends compte que surtout au niveau des séries, j'aime bien annoter mes bouquins parce que je sais par exemple que je peux repartir à un passage où on me présente un personnage, où on me présente un lieu ou alors où il y a une scène assez importante dans l'histoire. Donc j'aime bien quand même annoter, c'est juste que des fois la flemme l'emporte et si j'ai pas mes post-it sous la main et que je commence le livre et que je la note pas directement, je la note pas du tout parce que sinon si j'annote que la fin ça sert à rien. Donc là par exemple pour Terre brisée j'ai commencé à la noter et ce que j'ai fait c'est que globalement c'est soit un minimum de deux couleurs en fait de post-it ou alors ça peut aller jusqu'à 4. Une couleur où je mets tout ce qui se rapporte aux personnages, donc que ce soit des nouveaux personnages de présenter ou des choses importantes qu'on dit sur tel ou tel personnage, par exemple dans leur passé, sur leur vécu ou un truc important sur eux. Donc il y a vraiment une couleur qui concerne uniquement les personnages. Il y a une couleur qui concerne juste les actions importantes dans l'histoire. Par exemple, il y a un personnage qui est blessé, il y a un personnage qui meurt, il y a un personnage qui apprend un nouveau truc. Par exemple, oh, je suis dotée de magie. Je mets un post-it comme ça, je sais que c'est ce personnage qui est doté de magie pour plus tard. Après, généralement, quand c'est vraiment des titres de fantasy assez imposants, comme par exemple les archives de Rorschach, j'aime bien également mettre un post-it par rapport aux lieux qui sont présentés pour essayer d'avoir des descriptions en fait de lieux, parce que même si on a la map, je trouve que c'est bien également d'avoir une description du lieu au niveau de quel genre d'ambiance il y a dans ce lieu-là, comme ça j'arrive mieux à me situer en fait. Quand je lis ma lecture, je sais qu'on est à ce lieu-là et au niveau de l'ambiance du coup ça se met automatiquement dans ma tête. Je me dis ah oui donc là il fait chaud, il fait un peu humide, enfin voilà, je sais un petit peu la température du lieu, je sais si jamais c'est par exemple une grotte, si c'est sombre, si c'est lumineux, enfin des trucs à la con, mais je trouve que pour ma compréhension de la scène qui est en train de se passer, je me rappelle que ce lieu-là c'est un lieu hyper chaud, hyper ensoleillé, j'arrive mieux à comprendre la scène en fait, c'est vraiment un truc personnel. Je le fais pas forcément à chaque fois, par exemple pour des titres où c'est plus la fantasy young adulte par exemple, je le fais pas parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de lieux différents, on reste quand même sur une description de l'univers assez restreinte et j'ai pas besoin en fait à ce moment là de mettre des post-it par rapport aux lieux présentés. Là j'en ai mis parce que je pense qu'on va pas mal voyager. J'ai bien envie de resituer un petit peu des lieux qui auront par exemple où il y a une scène importante qui s'est passée dans tel ou tel lieu, donc c'est pour ça que j'ai mis un post-it pour ça. Et ensuite une dernière couleur de post-it au cas où il y a des citations que j'aime bien. Pour les citations je suis pas forcément la meilleure des personnes pour essayer de les repérer et trouver des choses vraiment qui me touchent. Il y a vraiment très peu de romans où je mets des post-it pour les citations. C'est aussi par rapport au mood dans lequel je suis quand je lis un roman. Il y a des romans de fantasy où par exemple je peux des fois avoir 2 citations et des romans contemporains où je me dis bah là ce serait le moment d'avoir des belles citations, des belles morales etc. où j'en trouve pas du tout, donc ça dépend vraiment des livres que je lis et si jamais il y a quelque chose qui me touche parce que je suis en train de vivre un truc dans la vie, dans la vraie vie, du coup je pense à ça également pendant que je lis la lecture et il y a quelque chose qui me touche, ben hop je mets un post-it par rapport à la citation. Donc ça dépend du mood, ça dépend de plein de choses, donc c'est vraiment propre à chacun aussi. Donc voilà, il y avait vraiment que pour ça que je mets des post-it et ça me permet également des fois, alors je fais uniquement ça pour les grosses sagas de type Sharakai ou les archives de Rorschach, où du coup quand je termine plusieurs chapitres, des fois je vais sur une application notes où je note un petit peu toutes les informations liées au personnage, liées à ce qui s'est passé globalement dans ces chapitres là,
pour me faire un rapide résumé, parce que quand c'est des longues sagas, j'aime bien relire les résumés avant de commencer les tomes d'après, mais je fais vraiment pas ça pour tout. C'est pour ça que quand j'annote des titres où je fais pas de résumé, des fois je peux aller voir juste des scènes importantes, je relis la scène importante, ça me remet un petit peu dans l'histoire et au fur et à mesure les souvenirs reviennent. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous fonctionnez, si jamais vous annotez vos livres ou est-ce que vous les annotez pas du tout, parce que je sais que j'ai fait partie de cette team pendant très très longtemps. Je comprends en fait qu'on n'annote pas forcément les bouquins, parce que des fois il n'y a pas d'utilité, et si jamais vous avez une extrêmement bonne mémoire, vous n'avez pas besoin d'annoter. Et ça franchement, je suis assez jalouse des personnes qui ont une excellente mémoire et qui n'ont pas besoin d'annoter quoi que ce soit. Par exemple, quand je lis les archives de Rochard avec mon conjoint, lui il retient tout, mais vraiment tout. Moi je suis obligée d'annoter tout le livre. Je suis obligée d'annoter, me faire des résumés, et en fait des fois je me pose une question, du coup je lui en parle parce que je sais qu'il a lu les livres également, et il me sort les trucs mais directement, et je suis jalouse parce que j'aimerais tellement avoir cette mémoire comme ça de tout me rappeler de tout ce que je lis. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, j'aimerais bien avoir cette mémoire. Donc bref, voilà pour la petite aparté annotation. Je vais vous laisser là pour ce petit vlog. Je vous parlerai du coup de ma lecture de Terre brisée dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment apprécier. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu également dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Je sais que le tome 2 en plus arrive au mois de juillet, quelque chose comme ça. Donc si jamais j'aime bien, et moi le tome 2 va arriver vraiment très vite. Donc je pourrais enchaîner également cette série. Donc après tome 3 il est toujours pas sorti en VO. C'est un petit peu triste parce que faudra encore attendre avant de terminer une série. Je suis très contente des 2 lectures que je vous ai présentées dans ce vlog. N'hésitez pas à me dire si jamais vous les avez lues, ce que vous en avez pensé, ou est-ce qu'il y en a un qui vous tente. Du coup je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.